Est-ce que vous aussi, il vous arrive parfois de vous demander si telle ou telle personne ne serait pas éventuellement autiste, si il ou elle ne ferait pas partie de la famille? Ça peut aussi vous arriver de vous questionner concernant des personnages de l'histoire ou même des gens de la du domaine public qui ont existé. Et alors bien sûr, on peut pas poser un diagnostic scientifique officiel a posteriori. Il ne s'agit qu'une lecture rétrospective de comportements visibles extérieurs. Ça ne vaut pas un diagnostic, mais quand même, il peut y avoir quand même une convergence de plein d'éléments qui vous fait penser euh, à ce, qui vous amène à vous dire, bah tiens, il serait peut-être autiste, ou elle, peut-être était-il ou était-elle autiste. Cette volonté en fait qu'on a de se dire, bah peut-être qu'il ressentait cela lui aussi, peut-être qu'elle aussi elle ressentait elle avait cette manière de fonctionner. Enfin voilà, je vous dis ça parce qu'en fait, je suis en train de lire Neurotribu, c'est de Steve Silberman. Alors là, le truc est à l'envers, mais c'est pas grave. En fait, il retrace le parcours, l'histoire de l'autisme, et il s'intéresse. Il commence en fait par un personnage qui a vraiment existé. C'est le personnage de Henry Cavendish. Alors, c'était un scientifique qui n'est pas si connu que ça, alors qu'il aurait dû être connu. Et en fait, il dresse son portrait. Alors, c'est pareil, il dit pas ce monsieur était autiste, mais la manière dont il en parle montre à quel point il coche toutes les cases. Alors c'est caricatural de dire ça, mais c'est même touchant en fait de lire le portrait de ce personnage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir 9 points. Quels sont les 9 points qui peuvent laisser penser que ce monsieur Cavendish était autiste? Alors, juste pour contextualiser, c'est un scientifique du XVIIIe siècle qui était un Britannique. Il habitait à Londres. Il était contemporain de scientifiques qui justement étaient plus connus que lui et qui ont laissé leur nom. Hein. Par exemple, George Ohm, OHM, vous savez, la loi d'Ohm par rapport à la résistance et tout ça en électricité. Lavoisier, le fameux Lavoisier. Enfin voilà, il était contemporain de ces personnes-là, et en fait, il est décrit comme on va voir après les points précis. Il est décrit comme une personne qui n'aimait pas vraiment se montrer, qui était discret, qui n'aimait pas le battage médiatique, l'exposition, et surtout qui avait une forme de retenue et d'humilité qui ne lui permettait pas de s'attribuer tous les honneurs d'une certaine façon. Le premier point, c'est difficulté dans les interactions sociales. Bah ouais, comme je l'ai expliqué indirectement, il n'était pas du tout dans les relations fluides, spontanées. Il était vraiment pas à l'aise, il parlait peu, il s'éloignait, voire il fuyait quand on s'adressait directement à lui. Donc ça, c'est vraiment, voilà, hein, c'est la base, j'oserais dire. Le deuxième point, alors les points, ils sont pas hiérarchisés, hein, ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est 9 points. Le deuxième point, c'est un contact visuel atypique. Il évitait de regarder dans les yeux directement les gens. C'était donc voilà, ça fait partie aussi de ce que l'on peut observer chez bon nombre de personnes avec TSA, un contact visuel qui peut être difficile, inconfortable, trop intense, demander trop d'efforts, d'où le fait de ne pas regarder dans les yeux. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait des vidéos là-dessus. Le troisième point, c'est une préférence pour une communication plus structurée. Ce monsieur Cavendish avait la, avait ce scientifique avait l'habitude, parfois, de ne pas communiquer directement, mais d'écrire des notes, même à ses domestiques. C'était quelqu'un de riche, hein, qui vivait dans un monde, c'était quelqu'un qui vivait dans un environnement aisé. Donc il avait des domestiques, et au lieu de leur parler directement, trop d'émotions,
il écrivait souvent sur des petits bouts de papier, des notes. C'est, enfin voilà, c'est le quatrième point, c'est que ce monsieur avait besoin de routine, de prévisibilité. Il avait une structuration de son emploi du temps était très structuré, ritualisé, routinier. Il avait des comment il mangeait par exemple toujours la même chose. Il mangeait du gigot d'agneau. Et à un moment, dans le livre là, euh, il doit recevoir. Donc déjà, c'est stressant pour lui, recevoir des gens, mais plus que d'habitude. Et on lui explique, on lui dit, bah en fait, ça va être compliqué là. Un gigot d'agneau pour tout le monde. Va falloir changer de plat parce qu'il y en aura pas assez pour tout le monde. Et là, en fait, il fait preuve d'un pragmatisme formidable. C'est que, eh ben, en fait, il dit, on va en acheter deux. Voilà, tout simplement. On va en prendre deux. Et voilà, et ça résout non seulement il fait preuve de pragmatisme, en plus, ça résout le problème, quoi. Le problème de changer de plat, etc. Le cinquième point, c'est la difficulté, c'est en lien avec ce que je viens de dire, face au changement. Quand il y a un imprévu, un changement, ouh là 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 là, ça commence à stresser. Il avait tous les soirs une routine de balade qu'il faisait toujours de la même manière. Et si par hasard cette balade était déviée parce qu'il rencontrait quelqu'un, il y avait un changement, il y avait dans son parcours, c'était compliqué, compliqué, compliqué. Euh, Excusez-moi, on passe au sixième point, c'est un rapport atypique, singulier aux conventions sociales. Il n'était pas à la mode au sens propre comme au sens figuré, par exemple au niveau de ses habits. Il s'habillait pas en suivant la mode, il s'habillait comme il voulait, d'une manière. Euh, Silberman, il dit que c'était des vêtements passés de mode depuis plusieurs dizaines d'années, et il s'habillait toujours pareil. En fait, il avait son chapeau et puis voilà quoi. Il suivait pas le mouvement. Excusez-moi, je pars dans tous les sens. On passe au septième point, ben, intérêt spécifique intense. Bon, là, il n'y a pas de surprise, hein, c'était un scientifique. On pourrait même dire, c'est vraiment la caricature de l'autiste. C'est un homme qui est à fond dans les sciences, qui est enfermé dans son laboratoire. Enfin, voilà. On sait bien que voilà, c'est un cliché, mais bon, là, pour le coup, on pourrait dire que c'est le cliché de l'autiste savant avec ses tubes à essai, etc., qui fait des expériences. Donc forcément, il était à fond là-dedans. C'était un chercheur, un scientifique, il ne parlait que de ça, exclusivement que de ça. Tous les gens qui allaient chez lui savaient qu'ils allaient parler de ses recherches, ses découvertes, ses questionnements, etc. Tout tournait autour de la science. Donc voilà. Le huitième point, c'est une attention particulière aux détails. Et c'est en lien avec une pensée systématique. Il mesurait, alors c'est pareil, hein, c'est en lien avec son métier, il prenait des notes, il mesurait tout, il calculait tout, il était très minutieux, hein, donc c'était parfait pour son métier au niveau de la précision scientifique, ce sens analytique d'observation, enfin voilà. Le neuvième point, c'est un rapport au code et aux récompenses sociales atypiques. Il ne s'attribuait pas. C'est pour ça qu'en fait, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, alors je me rappelle plus, j'avais pris des notes, mais en fait, très clairement, certains scientifiques se sont un peu attribués. Ils se sont pas attribués, mais ils ont ils ont pas piqué, mais ils se sont inspirés de ces recherches, etc. Et finalement, c'est leur nom qui est sorti.
dans la science, dans la postérité. Tandis que Cavendish, il n'y a pas la loi de Cavendish ou voilà, je l'exprime très mal, je suis désolé, mais voilà, il n'était pas là-dedans, il n'était pas dans les dans les récompenses, les palmes de je sais pas quoi, les prix, voilà. Il n'était pas là-dedans. Donc en fait, on voit que ce personnage, même si il n'a pas été diagnostiqué autiste, puisque voilà, au XVIIIe siècle, on parlait pas d'autisme, il remplit quand même beaucoup de comment, ça donne envie d'y croire d'une certaine façon, de se dire ah ouais quand même, il y a quand même beaucoup de points qui convergent et qui tendent à aller dans ce sens, que éventuellement qu'il était probablement autiste, ou que s'il avait vécu de nos jours, il aurait été diagnostiqué autiste. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai été très clair, parce que oh là 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 là, je suis vraiment désolé. Alors, il y a 2 vidéos, j'expliquais que j'étais prêt à intégrer la dimension TDA dans mes vidéos de manière plus frontale. Alors là, c'est clair que le TDA m'a pas aidé, parce que j'avais 1000 idées en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, le souci, c'est que je voulais parler, j'étais très emballé par la lecture du livre, le début. Ensuite, je suis tombé sur ce personnage de Cavendish qui était assez touchant, où je me suis dit waouh. Et après, je me suis dit ouais, mais ça va pas forcément plaire. Donc, je vais mettre 9 points. Et c'était un peu, ouais, bon. La prochaine sera plus structurée, on va dire ça comme ça. Et puis voilà. En tout cas, tout ça pour dire que, bien sûr, qu'on peut pas a posteriori faire pas le procès, hein, mais dresser un diagnostic d'une personne. Et ce ne sont que des observables extérieurs, car l'autisme, c'est neurologique. Donc il faut savoir ce qui se passe dans la tête de la personne. Et ça, c'est pour ça qu'il y a besoin de rendez-vous, pour faire des bilans, etc. Mais quand même, c'est toujours très intéressant de voir que voilà, de par le comportement, de par ce que l'on se laisse voir, on peut clairement déceler des comportements autistiques. Hein, c'est assez, voilà, surtout que là, ce Cavendish, quand même, c'est assez flagrant. Enfin, c'est assez, assez bluffant, assez bluffant. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Salut, au revoir. Prenez soin de vous.